Je m'appelle Nina Ramen. En 3 ans, j'ai emmené mon entreprise de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ce que je pensais être difficile sur ce chemin, c'est vendre mon produit, manager des équipes et apprendre la finance. En réalité, ce qui a été difficile, c'est la solitude. Parce que quand on est dirigeante, plus on monte et moins on a le droit de montrer ses doutes. On a une équipe qui compte sur nous, on a des clients à servir et on a des fournisseurs avec qui négocier. Et les seuls endroits que j'ai trouvés où il y avait des personnes comme moi, c'était des boys clubs. Des lieux où il y avait que des hommes qui venaient m'expliquer mon propre travail et qui comprenaient absolument rien à ce que je vivais. Alors depuis 1 an, chaque mois, j'organise des dîners d'entrepreneuses. Je sélectionne 2 entrepreneuses de haut niveau qui viennent chacune avec une problématique. Et pendant une soirée, on s'aide les unes et les autres sur nos business. C'est ce qui m'a permis de prendre les meilleures décisions pour mon business. Alors ce podcast n'est qu'un prétexte pour avoir encore plus de ces conversations. C'est un endroit vulnérable, authentique, où on apprend. Parce qu'on est à la fois des patronnes, des dirigeantes de nos vies professionnelles, mais aussi de nos vies domestiques, et que parfois, on a envie de s'allonger sur le divan. Bienvenue dans le divan des patronnes. Sarah est graphiste indépendante. Il y a 2 mois, elle a finalisé le branding complet pour une cliente. Logo, charte graphique, template, tout était validé. Mais aujourd'hui, elle regarde son compte pro. 3 000 € manquent à l'appel. Elle fouille ses emails, sauf que la facture est bien partie. Alors elle relance. 1 fois, 2 fois, rien. Elle appelle, boîte vocale. Donc elle commence à stresser. Ses charges tombent, ses prestataires attendent pour être payés. Et elle a plus de solution. Ce matin-là, Sarah appelle sa banque, Hello Bank Pro. Le conseiller la met immédiatement en lien avec l'assistance juridique incluse dans son offre. En quelques heures, elle obtient une action concrète et une mise en demeure est envoyée. 3 jours plus tard, son paiement arrive. Et c'est pour ça que j'ai choisi Hello Bank Pro comme partenaire de cette saison. C'est une banque qui connaît la valeur des entrepreneuses qu'elle accompagne et qui les aide à se protéger. Bienvenue dans le divan des patronnes. Aujourd'hui, je reçois Anaïs Remaoun. Anaïs, je suis ravie de te recevoir sur ce canapé du divan des patronnes. Le divan des patronnes, c'est à la fois les patronnes, parce que j'invite des femmes de pouvoir, qui ont de la responsabilité, qui sont dans des sphères d'argent, d'influence, qui viennent s'allonger sur le divan, à la fois pour partager ce qu'elles vivent, mais le divan, c'est aussi un espace de discussion, de communication, d'échange. C'est un canapé sur lequel des femmes parlent entre elles, de ce qu'elles apprennent, de ce qu'elles font, et qui s'aident mutuellement à se tirer vers le haut. Anaïs, je suis extrêmement heureuse de te recevoir, puisque je t'ai connue, pour les personnes qui nous écoutent, dans le bootcamp Ramène ta fraise, tu as fait la saison 3, et on en parlera après. Tu as la particularité d'avoir, au bout de quelques posts LinkedIn, eu des petites aventures qui t'ont mené jusqu'au prud'homme. Donc on reparlera de ça. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié chez toi et ce pourquoi tu m'as marquée en tant que participante du bootcamp, c'est l'énergie que tu dégages, mais surtout ton non complexe à parler d'argent. Tu dis souvent « la dette, c'est la vie ». Tu es experte en financement. Tu as 3 entreprises, Yes. La Relève, qui aide les personnes à s'initier au métier de marchand de biens. Tu as Audit and Coverage, Exact. qui, pareil, lève des fonds pour ses clients dans l'immobilier. Et tu as Gali, qui est plutôt la partie SaaS et startups que tu as investi à l'époque d'ailleurs, Ouais. où tu étais dans le bootcamp. Donc j'avais suivi cette aventure. Je suis très heureuse de te retrouver ici. Tu es également hôte du podcast qui s'appelle Leverage. C'est ça. Donc, celles et ceux qui nous écoutent et qui sont dans l'immobilier, allez directement voir Leverage et vous abonner, parce que Anaïs vulgarise, parle de tout ce qui est immobilier, dette, et tu déconstruis beaucoup les idées qu'on peut avoir autour de la dette et d'emprunter de l'argent. La dette, c'est la vie. Donc, on reverra aussi cette philosophie ensemble. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui, Anaïs. Bienvenue sur le divan des patronnes. Oh là là, mais quelle intro. Merci beaucoup, bravo, bravo. Merci Nina, je suis ravie d'être là et merci beaucoup pour cette invitation. J'ai hâte de notre échange. Et bien, pareil, on va attaquer tout de suite dans le vif du sujet. Je trouve que, et c'est une des raisons pour lesquelles je t'ai invitée quand on te voit très rapidement, tu renvoies cette image de femme qui a confiance en elle, de femme de pouvoir, quelque part, qui sait ce qu'elle veut. Et d'ailleurs, on dirait pas d'un homme qui sait ce qu'il veut, hein, tu vois, on dirait juste un homme. Mais je trouve que tu renvoies dans la vie réelle cette vibe. Comment est-ce que tu t'es retrouvée à devoir gérer ton image ? Est-ce que ça a été un sujet pour toi, la gestion de ton image personnelle dans la vraie vie auprès de tes clients et où sur Internet ? Ah oui, tu commences vraiment dans le vif du sujet, c'est une vraie question, c'est une vraie réflexion et c'est très très pertinent. En ce qui me concerne, alors bon, comme tu l'as déjà dit, donc j'évolue dans un univers très masculin parce que je suis dans un univers très immobilier, très financement, très corporate finance, très donc encore un peu dominé par la jante masculine. Quoique, je trouve qu'il y a de plus en plus de femmes en ce moment et c'est très bien et c'est ce qu'on essaie vraiment de mettre en avant
avant. Donc, il y a de plus en plus de femmes qui viennent dans cet univers. Mais moi, ça va faire ma plus vieille entreprise, Elite Coverage, à 12 ans. Et donc, ça fait 12 ans que j'évolue dans ce milieu. Et crois-moi qu'en 12 ans, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Donc, la construction de mon image, elle s'est faite comme ça, dans le temps. Au démarrage, je vais te dire, c'était extrêmement compliqué pour moi d'asseoir mon autorité parce que, alors moi, je suis associée à mon mari. Dans tous mes business, je suis associée à mon mari, Romain Desnoyers. Et à chaque fois qu'on se présentait au début donc de notre activité, on se présentait à un partenaire financier, à un client, à un fournisseur, enfin peu importe. Eh bien, c'était toujours la même chose. C'est-à-dire que Romain, il disait que « Bonjour, Romain Desnoyers ». Point. Et puis quand il fallait que Anaïs Remaoun parle, et puis justifie ses études, et justifie sa posture, et justifie d'où elle vient, et où est-ce qu'elle est née, et où est-ce qu'elle a travaillé, et quel est son background. Et ça, c'était quelque chose que je disais à Romain. Au bout de quelques mois, je disais quand même fou, parce qu'à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, moi, je dois sortir tout mon CV. Toi, tu dis juste ton nom. Et ça passe, tu vois. Donc bon. Et soit tu te bats contre ça, et tu t'époumones, et c'est une mauvaise énergie. Soit tu l'acceptes et puis tu joues avec et tu essaies de renverser la vapeur. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de jouer avec, de le prendre à la rigolade. À un moment même, mais très rapidement, au bout d'un an ou 2 ans de boîte, même pas, j'allais spontanément, en rigolant, vers des partenaires financiers qui ne me connaissaient pas avec mon CV. Tenez, lisez. T'anticipais le sujet, quoi. J'anticipais, j'en rigolais, et puis après, ils se rendaient compte un peu de la situation grotesque. Donc, au fur et à mesure du temps, c'est un peu comme si on les avait éduqués à réfléchir différemment. Et puis, après, t'assois ta posture, et c'est ce qui a fait qu'avec le temps, j'ai travaillé mon image, et à chaque fois, je l'ai travaillée pour qu'elle soit... Attends, tiens, boum. Allez, 1, 2, 3. Alors, ce que fait Anaïs, pour les personnes qui ne nous voient pas, elle a mis 3 boules dans le pot de la vulnérabilité. Le pot de la vulnérabilité représente ce que ça lui coûte de dire ce qu'elle va dire. Elle en a mis 3, donc c'est quand même assez solide. Je t'en prie, Anaïs. C'est effectivement assez solide parce que je trouve que c'est à la fois, moi j'en ai fait une force, et à la fois, je pourrais largement comprendre et entendre celles qui pourraient me dire « Mais t'es complètement folle, pourquoi tu fais ça ?» Bon, mais tu vois, cette posture, ça m'a fait m'obliger à être absolument irréprochable. Physiquement, verbalement, tu vois. Donc physiquement, jamais je me présente à un rendez-vous si je suis pas apprêtée nickel, tu vois, les ongles, les cheveux, la tenue. Je m'habille comme je veux. Si je veux m'habiller en jupe, je m'habille en jupe. Mais en tout cas, je fais toujours attention à ce que jamais personne ne puisse me faire un reproche sur ça ou une remarque sur ça. Et verbalement, c'est pareil, tu vois, je fais extrêmement attention. J'ai fait tout au long, ça fait 20 ans que je suis entrepreneur, donc tu vois, c'est quelque chose dont je te parle qui remonte à 20 ans, c'est ancré en moi. Hein, c'est plus aujourd'hui, c'est devenu naturel, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Je faisais vraiment attention à tout ce que je disais. Je faisais en sorte, parce que quand je suis assise à une table de financiers où il y a 19 hommes et une femme qui s'appelle Anaïs Remaoun, je vais te dire, c'est pas non plus easy money, easy life. Donc, on a fait en sorte, moi et moi-même, d'être absolument nickel sur les arguments employés, les mots employés, la tonalité, l'intonation, le machin. J'ai tout contrôlé, et à force d'avoir tout contrôlé, eh bien maintenant c'est devenu fluide. Et ça va faire, pour être très très franche avec toi, ça va faire peut-être 6-7 ans qu'on reconnaît sur le marché, on me dit « Oh là là, mais toi, t'as du charisme, et puis quand tu arrives quelque part, et puis machin. » Mais derrière, combien d'années de travail, tu vois. Ça me donne la chair de poule que tu livres ça, parce que j'avais pas prévu que ce soit à ce point, mais en même temps, je le vois tellement quand tu l'as, et je me rends compte de ça. Et en même temps, on s'imagine à quel point, en tout cas moi dans ma tête, je me disais, mais elle a toujours été comme ça, c'est inné, c'est naturel, et que tu livres le fait que c'était un travail conscient, je trouve que c'est incroyable. Et qu'est-ce que tu faisais, notamment sur tes tenues, sur ta manière de parler? Tu t'écoutais. Qu'est-ce que tu faisais concrètement pour évoluer là-dedans, pour te faire grandir, parce que tu étais assez seule finalement dans cette histoire de vas-y, il faut que je grandisse toute seule, il faut que j'apprenne toute seule à incarner la femme de pouvoir, de responsabilité que j'ai envie d'être et d'expertise que j'ai envie d'être. Comment tu as fait concrètement pour comprendre et savoir ce qu'il fallait faire? Je me suis entraînée, c'est une bonne question. Je me suis fait confiance. Okay. Après, alors c'est sûr que c'est pas inné, mais s'il y a quelque chose qui est un peu plus inné, ou tout du moins qui est vraiment ancré chez moi depuis très longtemps, c'est quand même ma confiance en moi. Okay. D'une manière générale, depuis petite, j'ai quand même
toujours eu confiance en moi. Alors, est-ce que c'est lié à ma personnalité, à l'éducation de mes parents, à mon univers, à mes fréquentations? Je pense que c'est un mix de tout ça. Ouais. Mais j'ai toujours été convaincue que ce que je faisais, c'était bien. Que j'ai toujours été très bienveillante, très droite dans mes bottes, très friendly, très... Donc, en fait, en vrai, il n'y a rien qui peut m'atteindre. Et je suis très consciente de ça. Donc, en fait, je me suis toujours écoutée. Parce que j'ai toujours eu confiance en moi, donc je me suis dit, tu sais quoi, écoute-toi, et puis le ciel t'aidera. Et je me suis écoutée, et je me suis dit, bon, bah en fait, il va juste falloir que tu prouves. Ça va arriver dans pas longtemps. Dans pas longtemps, ça sera OK, t'auras plus rien à prouver. Mais ne t'époumonne pas à te battre contre la terre entière. Ouais. Prouve-leur que c'est toi. Ouais, c'est clair. Et te bats pas contre le système. Te bats pas contre le système, ça sert à rien. Je donne ce conseil à beaucoup de mes membres au féminin de la relève, qui est donc l'incubateur de marchands de biens qu'on a créé il y a 1 an et demi. Et je suis très contente parce que donc, j'ai des membres femmes qui nous ont rejoints pour se professionnaliser dans l'activité de marchand de biens. Et donc, marchand de biens, en 2 mots, ça consiste à acheter un actif immobilier, créer de la valeur, et le revendre. Dans créer de la valeur, il y a plein de choses, dont faire des travaux. Et quand tu fais des travaux et que tu es une femme, tu te confrontes aux équipes travaux. Oui. Donc, tout corps d'état, peu importe, les peintres, les maçons, les... Bon, évidemment, ce ne sont pas ceux qui sont les plus finaux. Ils sont très compétents, mais oui. Bon. Donc, soit, c'est ce que je leur dis, soit tu vas te battre et t'épuiser à ce qu'ils t'entendent, à ce qu'ils t'écoutent, à ce que machin, soit tu vas prendre conscience que ça sert à rien de faire ça, et donc tu vas contourner le système, et tu vas être beaucoup plus maligne qu'eux, et tu vas réussir à arriver à tes fins, parce que c'est tout ce qu'on cherche, nous, arriver à nos fins. On a un objectif, on va l'atteindre, c'est tout. Il faut juste le faire. Regarder la map, prendre le jeu et jouer le jeu. Avec des pions et être maligne avec le jeu, au lieu de vouloir d'essayer de changer le jeu, en fait. C'est ça que tu es en train de dire. Tu peux renverser la table, mais ça va te prendre une énergie de malade, là où toi, tu veux juste gagner au Monopoly, quoi. Exactement. Et l'analogie du jeu est très vraie, parce que ceux qui gagnent, c'est ceux qui ont le temps long. Tu vois. C'est ceux qui vont se dire, bon, bah, effectivement, je vais pas réussir à changer les choses pour après-demain, mais mon objectif est dans 1 an, 2 ans, enfin, peu importe, et je me laisse donc ce temps-là pour y arriver. Et une fois que tu as ce temps avec toi, tu peux élaborer les meilleures stratégies pour avoir le meilleur jeu, justement, possible, et tu réussiras, tu atteindras ton objectif. J'adore. Ça, c'est vrai. Je trouve que le pouvoir de la confiance en soi, c'est quand même quelque chose. Mais c'est un vrai pouvoir. C'est un vrai pouvoir, cette chance. C'est un vrai pouvoir à inculquer à tout le monde. Ouais, c'est clair. Et justement, donc on a parlé de ton image. À quel point ça a été un sujet de travailler sur ton image et ce que tu renvoies pour avoir cette crédibilité dans ton écosystème qui est si dominé par les hommes et dans lequel c'était finalement assez difficile en tant que femme. Comment est-ce que tu as incarné cette image quand tu es arrivée en ligne sur LinkedIn? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies envie d'investir cette plateforme? J'en parle parce que c'est aussi à ce moment-là que tu as lancé tes 2 autres business, ouais. Gali et La Relève, pile au moment où tu te lances sur LinkedIn. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta vie pour que tu aies envie de faire ça? Et comment est-ce que tu travailles aujourd'hui cette image en ligne pour incarner? Au moment où j'ai commencé LinkedIn, et donc j'ai fait ta formation pour apprendre absolument tout, comment fonctionnait cette plateforme, moi j'avais 8-9 ans de rien, aucun réseau social, aucune com, avec Audit and Coverage, on n'avait strictement rien fait. On fonctionnait en circuit fermé comme ça avec nos clients, on était un peu l'entreprise cachée, on fonctionnait que sur recommandation, nos clients nous ramenaient nos nouveaux clients, et puis ça fonctionnait très bien, et puis voilà. Et puis un jour, et puis je crée Gali qui est un SaaS, donc on fait du B2B2B, donc on s'adresse aux métiers conseils, qui sont des experts comptables, des avocats, des CGP, des CIF, peu importe, qui ont besoin d'un outil professionnel pour délivrer les dossiers de financement de leurs clients. Donc en fait, on les aide à commercialiser et à garder cette valeur-là chez eux pour commercialiser et donc déléguer la gestion du dossier de financement en interne. Et là, je me suis dit, bon, bah, va falloir que je me fasse connaître de ces experts comptables, de ces machin. Bon, alors, j'ai 2 solutions. Soit je repars comme en 40, et moi, j'adore le cold call. Donc, j'y vais et je me fais tous les pages jaunes et puis toutes les bases et j'appelle tout le monde. Bon, pourquoi pas? Soit j'essaye. J'essaye LinkedIn, j'essaye les réseaux sociaux et puis on verra. Après tout, faut pas. Je me suis dit, bon, je suis pas plus bête qu'une autre, je devrais pouvoir y arriver. Donc je savais pas comment ça fonctionnait, c'est comme ça que j'ai rejoint ta formation. Et donc là, j'ai décidé donc d'investir LinkedIn avec la ligne éditoriale de Gali.
de « Gali, c'est génial, Gali, c'est super ». Bon. Et alors, j'avais bien compris dans ton bootcamp qu'il fallait faire des posts très large spectre pour avoir beaucoup de visibilité. Et puis, donc ça, c'était le tofu, et puis après, machin. Voilà, donc je faisais à la fois des posts très, très grand public, et puis à la fois des posts très nichés. Bon, voilà. Et un jour, je fais un post très, très grand public qui donc parle des prud'hommes. Parce que, donc, en parallèle de ça, donc, je suis magistrate au prud'homme. Et vu que je suis chef d'entreprise, je suis magistrate au prud'homme, collège employeur. Et non pas collège salarié. Parce que donc, les prud'hommes fonctionnent avec les conseillers salariés et les conseillers employeurs. Bon, voilà. Et donc, j'ai ce mandat depuis 5 ans, ça se passe, somme toute, très très bien. Et moi-même, ayant vécu un prud'homme en 2015, donc il y a de ça très longtemps, contre un de mes commerciaux qui m'a attaqué pour des raisons complètement stupides, bon, il a perdu. Mais pendant toute cette période qui a quand même duré 3 ans, moi, j'étais quand même très angoissée. J'étais chef d'entreprise d'une petite boîte aux Eat & Coverage, j'avais 3 ans. Bon, c'était bien, mais c'était pas du tout solide. Je me suis dit, putain, je vais me faire juger par des gens au prud'homme. Et je sais que les prud'hommes détestent les employeurs. Donc, c'est certains qui vont me scier en deux. Je vais perdre ma boîte, mais comment je fais? Et ça me tétanisait. Bon, il se trouve qu'on a eu un avocat exceptionnel qui s'appelle Roland Pérez qui nous a fait une défense remarquable et on a gagné. Mais du coup, ça m'a intéressée et je suis rentrée au prud'homme. Je me suis dit, je vais moi-même rentrer dans ce système et comprendre. Donc, je fais ce post le 14 février, je me rappelle parce que c'était le jour de la Saint-Valentin, en disant « Mais vous inquiétez pas tous, chefs d'entreprise, vous pensez que c'est grave les prud'hommes, mais non !» Prud'homme égale hantise des entrepreneurs. Hein. Vraiment, c'est le mot-clé. Il y a ça et contrôle fiscal. Quoi. Vraiment, c'est les deux trucs. Les entrepreneurs, ils sont en PLS quand tu dis ça. Et donc, tu avais pour ambition de leur dire « Ne vous inquiétez pas ». Exactement. J'avais pour ambition de leur dire « Écoutez, ne vous inquiétez pas, je suis au prud'homme, je peux constater, parce que j'ai un mandat depuis 3-4 ans, à l'époque où j'avais fait le poste, c'était 3 ans, je peux vous attester que seule la loi compte, il n'y a pas la hantise des entrepreneurs, c'est faux, il y a la hantise de celui qui ne respecte pas le droit du travail, en fait. Donc, et donc, je fais un post là-dessus. Bon, il se trouvait qu'il ne fallait pas faire ce post. C'était au grand drame. Bon, je fais ce post et je fais une photo où je suis dans la salle d'audience en mini-jupe, enfin en jupe, somme toute, à peu près égale à celle que j'ai maintenant. Avant qu'on parle des conséquences, niveau business, entourage, quand tu fais ce post, avant de parler du reste, qu'est-ce qui se passe dans ta réalité à toi, dans ton entourage? Que ce soit dans ton équipe, que ce soit dans tes clients, c'est quoi l'impact un peu que tu ressens? L'impact de la communication sur LinkedIn. Même de ce post particulièrement, est-ce que tu sens que déjà, il y a un sujet qui se joue? Non, franchement, de la part de mes proches, non. Pas de sujet. Pas de sujet. Il se trouvait que moi, j'avais fait ce post pour être justement sur un large scope et toucher, bon, ça a bien marché, toucher un maximum de personnes. Je crois que c'est un post qui a fait 1 million de vues ou quelque chose comme ça. Et ce que je voulais, c'était justement mettre en avant donc, mon image et qu'on me reconnaisse et qu'on m'identifie comme étant Anaïs Remaoun, experte en financement. Et puis, en plus, bon, voilà. Alors, moi, c'est vrai que je dis très souvent que je suis entrepreneur addict. J'aide tous les entrepreneurs. Et qui siègent au prud'homme, qui en fait sont autant d'éléments pour ta crédibilité dans cette histoire. Exactement, exactement. Bon, mais je voulais pas me vanter d'être au prud'homme, c'était pas le point. D'ailleurs, je m'en vante pas du tout. C'est complètement du bénévolat. C'est une école absolument extraordinaire qui t'apprend le droit du travail, en fait, parce que quand tu es entrepreneur, en vrai, t'as 1000 choses à penser, t'as 1000 métiers dans la même journée, t'as pas spécialement le temps d'aller faire l'ENA, quoi. Enfin, pas l'ENA, pardon, le NM, l'École nationale de la magistrature. Bon, donc, j'avais pas l'intention de me vanter, je fais quand même ce post qui marche très très bien, et puis je reçois beaucoup de très très belles retombées, et des retombées absolument... C'est-à-dire, c'était incroyable, je me disais, mais ça doit être une blague en fait, je pense que c'est une blague. Donc, je vais pas trop rester sur ce sujet, mais grosso modo, je me suis fait dénoncer par 38 cabinets d'avocats qui ont tous écrit... au Conseil des prud'hommes en disant que ce que j'avais fait était inadmissible et tatati et tatata. Très institutionnel en fait finalement, parce que c'est des métiers qui n'ont pas l'habitude de communiquer. Voilà. Bon, mais moi ça me... bon, je sais si on me l'avait dit, tu vois. Bon, alors je reçois un premier coup de fil du président de notre chambre au prud'homme, qui me dit « Anaïs, ce que tu as fait, fallait pas le faire ». Ok, fine, très bien, j'entends, fallait pas le faire. Je savais pas qu'il ne fallait pas. Mais en plus, je suis allée voir sur LinkedIn, j'ai tapé conseiller prud'hommage, j'ai trouvé un tas de
personnes qui avaient fait un tas de posts en disant qu'ils étaient magistrats. Bon, je dis, bon, ok, très bien, alors tu veux pas que je le fasse? Mais ça aurait pu s'arrêter là, sauf que ça ne s'est pas du tout arrêté là. Il a fallu que ça aille au ministère de la Justice, que je sois convoquée en cour d'appel, que j'aille donc là, sur l'île de la Cité, là, au tribunal, et que donc on me remonte une 10e fois les bretelles sur le fait d'avoir fait ce post. Donc moi, ce que j'ai trouvé, et je leur ai dit, bon, je trouve que c'est complètement grotesque, parce que ok, il fallait pas faire ce post. Bon, tu me le dis, point. Mais là, en réalité, on sent bien que c'est autre chose. C'est pas lié au fait que j'ai un statut de magistrat et que donc je ne dois pas dire ça. Pourquoi ça prend de telles proportions? Pourquoi ça prend de telles proportions? Tu vois, il y a pas de. Et quand tu essaies de creuser et que tu poses ces questions, tu n'as pas de réponse. Tu as des gens qui bottent en touche, tu vois. Donc bon, alors est-ce que on n'aura jamais la réponse? Est-ce que c'est parce que je suis une femme? Est-ce que c'est parce que j'étais en jupe? Est-ce que c'est parce que tu vois, on n'aura jamais la réponse. Mais c'est anormal en tout cas. C'était pas du tout quelque chose d'entendable. C'était vraiment ridiculement grotesque. Bon, mais à part ça, les retombées business ont été exceptionnelles. C'est ça en fait, parce que tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est que beaucoup de femmes savent ce qui les attend quand elles prennent la parole. En fait, inconsciemment, on sait que quelque part, quand on prend la parole, on s'expose au fait d'être visible dans des écosystèmes, de renverser des codes, de pas faire comme les autres, etc. Et donc inconsciemment, il y a un peu cette menace qui plane et qui font que on se dit, on va pas le faire parce que je risque ça, je risque ça. Ta grande confiance en toi, peut-être, ton audace, peut-être, a fait que t'as dépassé toutes ces limites et c'est le seul cas où j'ai vu qu'un post LinkedIn a vraiment dépassé à ce point les barrières en général. C'est beaucoup de barrières qu'on se met et puis en fait, finalement, il n'y a pas grand-chose derrière. Toi, c'est allé assez loin. Mais je pense que cette menace, elle est très inconsciemment conscientisée. Tu vois, quand on prend la parole, on se dit on va pas trop faire de bruit, on va pas, etc. Parce qu'on sait bien que c'est ce qu'on risque au final. Et t'as vécu ça. T'as vécu, entre guillemets, le pire. Enfin, disons, l'histoire la plus vénère, voilà, je connais personne d'autre à qui c'est arrivé à toi. Mais ma question c'est, malgré ça, est-ce que enfin, pas ce poste-là, mais ça, c'était un des impacts négatifs, mais parmi tout ce que tu as mis en place sur ta communication sur LinkedIn, à quel point tu penses que prendre cette parole, prendre cette place a été important pour toi aujourd'hui, bénéfique pour toi, dans le sens où aujourd'hui, c'était aussi incarner l'image que tu avais toi-même fait, passer 10 ans à faire à un petit cercle, à une petite sphère, qui aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que tu as vraiment fait rayonner qui tu es et ta personnalité. Donc aujourd'hui, comment tu abordes le sujet de LinkedIn au-delà de cette anecdote? C'est quoi pour toi? Et comment tu fais pour incarner la personne que tu es vraiment dans la vraie vie? Alors, tout ce que tu dis est évidemment très, très vrai. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose que je ne connaissais pas avant, c'est le pouvoir du personal branding. Et donc, pour incarner, pour mettre un peu plus en valeur ce que j'ai construit dans mon petit écosystème, je trouve que la règle, c'est vraiment l'authenticité. Donc, à chaque fois que je fais un post, ou que je suis invitée sur un podcast, parce que du coup cette visibilité m'a fait être invitée plusieurs fois. À chaque fois, je mets un point d'honneur à que ça plaise ou que ça ne plaise pas, je dirais, et je continuerai de dire ce que je pense. Tu vois, et donc je me suis fait identifier, c'est complètement dingue et j'adore ça. Je me suis fait identifier, et tu l'as dit tout à l'heure, par la dette, c'est la vie. Et ça, je trouve que c'est un personal branding incroyable que tu as réussi, quoi. Vraiment, pense à Anaïs, c'est la dette, c'est la vie. Et voilà, quand tu penses à Anaïs, tu penses à la dette, c'est la vie. Et pourtant, je ne sais plus si je t'en avais parlé à l'époque, mais la première fois où j'ai écrit la dette, c'est la vie sur un post LinkedIn, je me suis faite, mais je sais pas comment te dire, coupé en 1000 morceaux par 1000 personnes sur les commentaires. C'était extraordinaire. Mais vous êtes complètement hors sol. Mais c'est pas possible de prôner ça. Mais vous n'avez aucune conscience. Et puis les gens, et les pays, et non, et le surendettement, c'est mal. Et vous allez appauvrir les gens. Machin. Bon, mais des choses, je lisais ça, je disais, mais c'est complètement dingue. Et en fait, évidemment que la dette, c'est la vie, c'est très provocateur. Bien sûr. Évidemment que c'est fait exprès. Et d'ailleurs, c'est pas la dette qui est la vie, c'est l'effet de levier qui est la vie. Mais l'effet de levier, c'est la vie, c'est long. C'est clair, la dette, c'est la vie, tu le gardes. La dette, c'est la vie, tu l'as en tête, tu vois. Oui. Donc, c'est évidemment que c'est provocateur. Je trouve que c'est une très bonne accroche pour que les gens viennent, peuvent aboyer s'ils veulent, mais derrière, ils vont comprendre par ce que j'écris, ce que je dis, ce que je suis, que c'est absolument pas péjoratif, qu'au contraire, si tu creuses et que tu vas chercher les outils
qui sont justement les structurations de financement pour t'enrichir, parce que la dette, elle doit être à ton service et non pas l'inverse, qui est très mauvais. La dette, c'est la mort. C'est quand c'est toi qui es au service de la dette et que tu dois rembourser et que là, tu es en surendettement. Bien sûr, là, la dette, c'est la mort. Mais dans l'autre sens que moi, je prône, il n'y a rien de plus fort que ça. Il n'y a rien de plus incroyable que l'effet de levier. Et donc, je te raconte une anecdote qui était absolument extraordinaire. Il y a un banquier que je cherchais à avoir dans mon portefeuille, dans mon fonds de commerce depuis très longtemps. Et j'arrivais pas à l'avoir. Et tout le monde me disait qu'il était extraordinaire et que moi, mon fonds de commerce, c'est mes partenaires bancaires. Il faut que mes partenaires bancaires / financiers, faut qu'ils soient des ovnis, sinon mon fonds de commerce n'existe pas. Et celui-là, il me manquait celui-là. Et donc, et j'arrive à l'avoir. Je sais pas, peut-être que c'est grâce à mon personal branding, peut-être que c'est grâce à LinkedIn, mais peu importe, j'arrive à l'avoir. Qu'est-ce que me dit le mec en première phrase d'entretien? Il me dit, Anaïs, vous avez raison, la dette, c'est la vie. Je me dis, bon, bah voilà, allez, bah c'est bon, ça m'a servi, tu vois. Et en fait, LinkedIn, cette visibilité, cette image, ce personal branding, alors, beaucoup de gens, surtout dans mon milieu, vont dire, oh, mais ça sert à rien ce que tu fais, tu t'es fous. Mais en réalité, ils se rendent pas compte de l'impact extrêmement positif qu'on récolte immédiatement derrière. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que le fait d'accepter de déplaire, parce que tu disais que sous ce post, tu avais eu beaucoup de commentaires négatifs, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de déplaire, et j'ai le sentiment que toi, c'est un non-sujet, quoi. Ouais. C'est exactement ça. C'est totalement un non-sujet. C'est-à-dire que je m'en contrefiche, mais je ne peux pas te dire à quel point je m'en contrefiche. C'est-à-dire que je suis parfaitement consciente que beaucoup de gens m'aiment pas, me détestent. J'en ai eu qui m'ont écrit, je te hais. C'est fort quand même. Mais moi, d'une certaine manière, j'aime bien parce que ce qui compte, comme on le sait tous, c'est d'avoir un impact sur les gens. Ce qui est horrible, c'est l'indifférence. Moi, je préfère que tu me haïsses plutôt que je t'indiffère en vrai, tu vois. Mais j'ai jamais eu aucun problème avec le fait qu'on m'aime pas. J'ai toujours aimé écrémer. Donc en fait, je vais dire ce que je pense, dire ce que je pense, t'es pas d'accord. C'est pas grave. Je dis ce que je pense, t'es pas d'accord. C'est pas grave. Et au final, je n'attire à moi que les gens qui sont comme moi. Ouais, c'est clair. C'est la polarisation. Finalement, tu te retrouves à ne parler que à des gens qui tolèrent tes propos, qui sont d'accord, voire qui sont d'accord avec ce que tu dis. Et quelque part, tu crées un écosystème de clients qui sont aussi hyper alignés avec ce que tu racontes, quoi. Quelque part, tu t'emmerdes moins avec des gens avec qui tu vas devoir négocier sur ce que tu penses et tes valeurs. Donc, c'est une économie que tu fais plus tard, en fait. C'est une vraie économie. Et en vrai, qu'est-ce qu'on s'en fiche de ne pas partager les mêmes valeurs et les mêmes idées. Après, moi, tu peux venir à moi, on n'est pas du tout d'accord, et tu vas un peu me challenger sur mes pensées, et c'est assez intelligent, et c'est super. Et moi, j'adore ça. Tu vois, et je vais te dire, j'ai une personne qui est devenue une amie à moi, que j'ai rencontrée au Prud'homme, justement, qui, elle, était magistrate, donc conseillée côté salarié, et elle était syndiquée FO. Et la première fois qu'elle m'a vu arriver, elle s'est dit, ok, alors elle, je vais jamais lui adresser la parole avec ses talons, sa machin truc là, laisse tomber machin. Et au final, donc c'est une personne très intelligente avec qui on a beaucoup échangé. On n'a rien à voir l'une et l'autre, rien. On s'entend, par contre, on s'est entendu sur des valeurs communes, sur des machins. Tu vois, on peut être proches et itérer et avoir des échanges très constructifs avec des personnes qui n'ont rien à voir avec nous. C'est pas du tout le problème. Le problème, c'est est-ce que tu vas accepter de challenger et d'itérer avec cette personne? Si tu viens juste aboyer sur elle parce que t'es pas d'accord, reste à ta place, en fait. Tu vois, j'ai pas besoin. Mic drop. La leçon de personal branding qu'on peut en tirer, et je trouve qu'elle est hyper intéressante, et d'ailleurs c'est l'acabit de toutes les bonnes marques de manière générale, pas forcément de personal branding, mais d'accepter de plaire autant que de déplaire. Quand tu regardes Apple, il y a des gens qui détestent Apple et qui se disent mais jamais j'achèterai un appareil Apple, c'est insupportable, t'es bloqué dans leur écosystème. Il y a des gens qui se disent ah mais c'est incroyable, en fait dès que j'achète un produit je fais la queue. Et donc en fait c'est cette dynamique aussi de se dire que d'accepter de plaire autant que de déplaire, c'est aussi une dynamique qui fait que au-delà du bien-être que ça peut procurer, c'est aussi choisir ces segments de marché. Et je trouve que ton positionnement, il n'est pas anodin, parce que tu dis que la dette, c'est la vie, et je le disais tout à l'heure en rigolant, mais accessoirement, tu le disais tout à l'heure, c'est les banquiers qui sont tes clients, et donc quelque part, en disant ça, tu fédères aussi tes clients, et qui vont, en fait, tu deviens porte-drapeau aussi tellement de choses pour lesquelles ils sont aussi détestés, les banquiers les aiment pas, etc. Et tu deviens aussi une alliée dans leur combat. Merci, c'était hyper intéressant. Je trouve que c'est hyper courageux, et c'est un vrai exemple de marque personnelle, et j'encourage toutes celles qui nous écoutent de se dire quelle opinion est suffisamment forte, qui est suffisamment forte pour que je puisse la porter, même si des gens ne sont pas d'accord. Ouais, exactement.
On va parler d'un autre sujet, on va parler plus de ton parcours entrepreneurial. Et je sais que tu as commencé, tu l'as évoqué tout à l'heure, en faisant du call-call. Tu as mis les mains dedans, tu as mis les mains dans le cambouis. Tu as toi-même fait des appels, tu as redescendu les listes d'appels toi-même. Aujourd'hui, tu as une équipe complète. Tu as cette vue beaucoup plus haute, beaucoup moins opérationnelle. Comment tu vois l'importance d'avoir fait des, entre guillemets, petites missions, d'avoir mis les mains dedans sur la réussite de ta boîte aujourd'hui? Est-ce que tu penses que si tu n'avais pas fait ça, tu en serais là aujourd'hui? Est-ce que tu penses que ça a eu un impact? Est-ce que tu en as appris? En fait, mettre autant les mains dedans comme toi, tu l'as fait, faire des tâches ingrates, en quoi ça fait de toi une meilleure entrepreneuse aujourd'hui? J'ai des idées très arrêtées là-dessus. Je trouve que c'est exactement la même chose que être un leader ou être un petit chef, tu vois. Pour moi, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que soit tu entraînes ton équipe parce que tu montres l'exemple, soit tu essayes de faire en sorte que ton équipe avance parce que tu lui dis de faire, sans pour autant toi-même ne l'avoir jamais fait. Moi, je trouve que c'est évidemment aller dans un mur en béton que de faire ça. Moi, j'ai fait des... Ah bah attends, regarde, je vais encore t'en mettre... Ah là, je vais t'en mettre beaucoup, là, par contre, là. Je remets des boules rouges. Parce que, si tu veux, moi, j'ai fait beaucoup d'études, contrairement en plus à mon associé qui est au même niveau que moi, mon mari, et qui n'a pas fait d'études. Moi, j'ai fait 3 écoles différentes. Et j'ai accumulé 7 ans d'études après le bac. Et quand j'ai été diplômée de mes 3 écoles, donc en banque, en finance et en assurance, bim, 2008-2009, crise des subprimes, personne ne recrute. Bon, je suis inemployable, mais par la force des choses, je me suis mise à mon compte tout de suite. Donc, je n'ai jamais été salariée et tout de suite à mon compte. Et j'ai travaillé d'abord dans la vente des produits financiers. Je vendais des produits financiers type PEA, PER, assurance vie, produits structurés, etc., etc. Un peu comme ce que font d'ailleurs les CGP. Voilà. Et quand je suis allée voir un courtier grossiste qui vendait, qui distribuait ce type de produits, le mec me dit va falloir que tu appelles, que tu fasses, que tu appelles les clients. Et puis je dis mais comment ça que j'appelle les clients? Non, moi je vends, moi j'ai l'expertise. Moi je vais voir le client et il m'achète. Et il m'achète moi parce que j'ai toute l'expertise et je signe. Mais c'est pas moi qui va appeler. Vous avez pas un call center ou un truc machin. Le mec me rayonnait. Il me dit allez, va jouer. J'avais, je sais pas quel âge j'avais, 24 ans je crois, ou 23 ans, un truc comme ça. Du haut de tes 7 années d'études. Du haut de mes 7 années d'études. Bon, j'avais somme toute bien fait la fête, bien travaillé aussi, mais bon. Et je me suis quand même prise une claque. Bon, je me suis dit, tu sais quoi? Alors j'en ai parlé à mon mentor de l'époque qui m'a dit, non mais fais pas la bécasse. Évidemment que tu fais ça, t'apprends. C'est une arme de guerre. Si tu apprends ça, tu es inarrêtable. Bon, je vais essayer. Je suis jeune. Au pire, j'aime pas, j'arrête. J'essaye et je suis piquée. Et instantanément. Je me dis, mais quel game extraordinaire. Je me suis dit, mais attends, quelle rentabilité de dingue. Je paye pas de lead. Je paye pas de commerciaux. Je paye même pas de listing parce qu'à l'époque, moi, j'ai commencé avec les pages jaunes. Donc, pagejaune.fr, orthodontiste, Hunter. Allez, les orthodontistes, les dentistes. Allez, tu vois. Attends, faut que tu expliques aux gens qui nous écoutent ce que tu faisais exactement. Donc, tu sortais des listings et tu sortais les numéros de téléphone. Pas de listing. J'allais sur Internet, pagejaune.fr. Et t'appelais. Et j'appelais. Tout simplement. Je choisissais tous les jours une cible différente. Alors moi, j'aimais bien le paramédical. J'aimais bien la cible du paramédical. Donc j'appelais les kinés, les ostéos, les dentistes, les machins. Et le médical, j'appelais les médecins, machin. Tu vois, c'est des professions qui ont de l'argent, qui savent pas vraiment quoi en faire parce que c'est pas une profession qui est vraiment éduquée, qui a pas une grosse éducation financière, mais ils peuvent pas avoir une grosse éducation financière parce qu'ils ont passé leur vie à être éduqués en médecine, tu vois, donc c'est difficile de faire les deux. Donc en fait, je me suis dit c'est génial parce que la rencontre entre l'offre et la demande, je vais leur apporter l'éducation financière, je vais leur donner les produits qu'il faut et puis et donc tu te mets à appeler toute la journée? Ah non, jamais. J'appelle 2 heures le mardi, 2 heures le jeudi. Ok. Point. Et le reste du temps, je suis en rendez-vous pour vendre les contrats aux personnes que j'ai eues au téléphone le mardi et le jeudi matin. Et en fait, j'ai compris à ce moment-là, donc là, j'étais toute seule, j'avais pas d'entreprise, j'étais auto-entrepreneur. Bon, j'ai quitté le statut d'auto-entrepreneur assez vite parce que, tu sais, à l'époque, c'était plafonné à, je sais plus, 20 000 euros, 25 000 euros à l'époque, enfin bref, mais j'étais quand même auto-entrepreneur. Et donc, j'ai vite compris à cette époque-là que c'était le cold call qu'il fallait faire et qu'il fallait que tout le monde fasse ça. Et j'allais voir mes potes, je disais, mais pourquoi tu fais pas ça? J'allais les convertir, je disais, mais laisse-moi tranquille, j'ai pas envie d'appeler, je disais, mais c'est extraordinaire.
C'est la loi du nombre. La définition de l'enfer, quoi. Il y a des gens pour qui c'est la définition de l'enfer et toi, ça t'amusait. C'était génial, c'était un game extraordinaire. J'avais une liste, je savais pertinemment qu'en faisant 200 appels, alors dans les 200, évidemment, il y en a plein qui répondent pas, des machins, mais bon, en faisant 200 appels, je savais que j'allais avoir une dizaine de rendez-vous. C'était la loi du nombre, après c'est mathématique, tu sais, t'as même pas besoin d'être financier, tu fais les appels. Puis après, les gens, ils sont contents. Parce que c'est toi qu'ils rencontrent, toi qu'ils ont eu au téléphone une semaine avant, et pas le call center qui est je sais pas où, en France ou à l'étranger, et qui n'a rien à voir. Et du coup, tu sais, il y a un peu une déperdition, je trouve, du discours, quand c'est le call center qui appelle, ou quand c'est un lead qui tombe, et que c'est un SDR ou un autre comme ça qui va faire le rendez-vous. C'est un peu une perte de confiance, tu vois. Moi, j'avais 100% de la... T'as créé le lien de A à Z, quoi. De A à Z. Quand il signe, il est en totale détente, il est en totale confiance. Évidemment, je l'ai reproduit quand on a commencé Audit and Coverage avec Romain, et on a fait tous nos clients à la force du poignet avec notre technique de cold call. Et puis quand on l'a enseigné à nos équipes, c'était évident parce qu'on montrait l'exemple, donc c'était fluide en fait. Et jamais on n'aurait pu avoir tout ce qu'on a eu maintenant si on n'avait pas fait cette stratégie, je pense. En tout cas, on n'aurait jamais eu la même rentabilité. Ouais, c'est ça, hein. Ça a littéralement permis à la boîte d'avoir des leads, de l'argent, de closer. Enfin, je veux dire, immédiatement. Le rentable le jour 1, quoi. Jour Salut. 1. Ok, tu m'achètes, c'est bon, c'est fini. T'as même pas investi dans des commerciaux, dans des je sais pas quoi. Bam, tu prends ton téléphone. Et ça donne aussi une confiance en soi parce que tu sais que même à partir de 0, demain, t'as plus rien. T'as ton téléphone, tu repars, quoi. Et ben voilà, bravo. C'est exactement ce que j'arrête pas de répéter. C'est-à-dire que il n'y a pas de meilleure sensation que d'être sereine. Et si jamais demain, au grand jamais, et puis ça a failli nous arriver, mais je touche du bois, si jamais on plante Audit and Coverage ou qu'on a un problème, voilà, je sais pertinemment que je reprends n'importe quel business. Le lendemain, day one, je décroche mon téléphone et hop, je te vends ce que tu veux. Ce que tu veux que je te vende. Quand on parle, j'ai l'impression que c'est tellement inné. C'est inné, mais il y a du travail. Quand tu l'enseignes à tes commerciaux, comment est-ce que tu fais pour qu'ils ne s'arrêtent pas au nom? Alors, déjà, tu sais que j'en ai fait un hashtag, on ne s'arrête pas à un nom. Je te l'avais dit, ça, ou pas? Non, tu m'as pas dit. En plus de la dette, c'est la vie. On ne s'arrête pas à un nom, c'est un vrai hashtag. Alors, c'est un hashtag qui est très, très en interne. Ouais, voilà. Parce que je leur dis, là, les gars, tu sais, si on a eu un refus de prêt, je dis, c'est pas grave, on ne s'arrête pas à un nom, on continue, on va chercher l'accord. Oui. Même si on a épuisé 25 banques, on va chercher la banque, on ne s'arrête pas à un nom. Mais à la base, j'avais lancé on ne s'arrête pas à un nom sur les objections du cold call. Donc, qu'est-ce que je fais à mes équipes? Déjà, premièrement, je fais, moi, le premier appel. Je leur dis, sors-moi n'importe quoi. Et je l'ai fait encore il y a 2 semaines avec un de mes chargés. Non, pas 2 semaines, un peu plus. Et je lui dis, tu me donnes n'importe quel numéro de téléphone. Tu le composes et puis tu me le passes. Comme ça, t'es sûr que c'est pas un copain à moi ou je ne sais quoi à qui j'ai dit machin. Et il me passe le téléphone et je prends le rendez-vous. Tout de suite, ça calme sur le fait que, bon, c'est possible. Il n'y a pas de « oui, mais machin ». Alors après, tu as quand même ceux qui disent « oui, mais t'es une fille ». Alors ça, par contre, il ne faut pas me le dire. Hein. « Oui, mais t'es une nana, donc c'est plus facile au téléphone ». Réponse non. Romain, bien ici. C'est une question de technique pure et dure. Donc en fait, je leur donne... Donc la première chose, c'est l'exemplarité. Deuxièmement, ils ont 2 feuilles. Un argumentaire et une autre, traitement des objections. Les objections, c'est toujours les mêmes. Donc, tu as ton traitement des objections. La personne va te dire « je ne suis pas intéressée », toi tu vas lui répondre « qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je vous ai encore rien dit, l'important c'est juste de se rencontrer, blablabla. J'ai pas le temps », tout le monde va te dire « j'ai pas le temps, c'est normal, votre activité passe avant tout, l'idée c'est pas de vous prendre du temps sur votre planning, je vous appelle la veille, 30 minutes suffisent pour faire le point, si vous pouvez, je viens, si vous pouvez pas, on fait comme ça, voilà. » Bon, chaque objection elle a son traitement, et si par contre ce qui est très important là-dedans, si tu sens que ça va être un non, 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 et qu'il n'y a pas d'objection, c'est juste non, tu bases. Parce que tu ne vas jamais transformer un non en un oui. Ce que tu vas transformer, c'est un peut-être. Et le peut-être, c'est la personne qui te donne des objections. S'il te dit « oui, mais j'ai pas le temps, oui, mais j'ai pas d'argent », c'est une bonne nouvelle ce que tu dis d'avoir des objections. Exactement. Parce que la personne, elle continue à te parler. Elle continue. Si elle veut pas, elle raccroche. Hein. Ouais. Donc,
il n'y a pas de... C'est très bien l'objection. Une objection, c'est un maybe. Et c'est ce peut-être-là qu'il faut transformer en oui. Tous les autres, on les base. On s'en fout, tu vois. Non, non, non. Bah non, non. Bon, bah non, ciao. Et aujourd'hui, tes commerciaux, par rapport aux performances que toi, tu peux faire ou tu pouvais faire, est-ce qu'ils font aussi bien qu'Anaïs? Non, c'est différent. Je pose la question parce qu'en fait, je trouve qu'à chaque fois qu'on commence à déléguer, pour les personnes qui nous écoutent, il y a beaucoup d'auditrices qui sont en phase de délégation de leur expertise et elles se disent souvent « personne ne pourra faire mieux que moi ». Et tu vois, personne n'aura un taux de rendez-vous supérieur au mien, etc. Et donc, ma question, elle est peut-être, pour l'élargir un tout petit peu, là, on parle beaucoup de sales, mais de faire quelque chose par quelqu'un d'autre, les résultats que cette personne va obtenir, est-ce que toi, comment est-ce que tu deals avec ça, en fait, avec le fait qu'à un moment, Anaïs, elle ne peut pas appeler tous les répertoires de toutes les professions, donc on doit recruter des gens, donc on doit s'assurer qu'ils sont formés, donc on doit les faire performer. Comment toi, tu as investi ces sujets-là? Alors, moi, j'ai des idées très arrêtées là-dessus. Moi, je considère qu'un entrepreneur, si c'est pas un bon commercial, déjà, c'est un peu... pas fichu, mais compliqué. Donc, en fait, je suis OK pour que les autres verticalités de mon business, les collaborateurs soient meilleurs que moi. Et d'ailleurs, je recrute toujours meilleurs que moi sur les autres verticalités. Par contre, la compétence sales, j'ai acté que ça allait être très difficile de recruter meilleurs que moi. Enfin, moi ou Romain. Parce que... premièrement, bon, alors moi, je vais pas dire que j'ai ça dans le sang, mais bon, je suis quand même je suis un peu à part sur le cold call. Je suis consciente que même par rapport à Romain, Romain, il a des résultats tout à fait normaux. Moi, je suis consciente que c'est un peu différent. Mais donc, je vais pas exiger de mes équipes la même chose que moi et encore moins mieux que moi. Par contre, donc ça, j'ai acté que quand il fallait qu'il y ait des grosses picouzes, des gros coups de sales, c'est moi qui y vais. Ah, tu redescends, toi. Tu redescends. S'il faut y aller, t'y vas, quoi. Tout le temps. Tu Mais te remets sur le encore il y a terrain. 2 semaines, j'ai su aucun problème. Et en vrai, j'aime bien. D'accord. Donc ça me fait kiffer de faire ça. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de rester toujours au contact de l'opérationnel, genre du dur, tu vois, genre le vrai dur. Donc, quand il y a besoin d'avoir des grosses picouzes, j'y vais. Quand il n'y a pas besoin d'avoir des grosses picouzes, j'acte et je suis OK avec le fait que ils ont les outils, ils savent faire, ils vont peut-être pas faire excellemment bien, mais ils vont faire. Et ils vont faire de leur mieux parce qu'ils ont les bons outils. Et je sais, parce que je les ai recrutés, que c'est des bonnes personnes. C'est des personnes qui vont faire de leur mieux. Donc, je vais pas... Donc, sur la compétence sales, c'est vraiment différent. Tu vois, quand j'ai fait le bootcamp d'1 mois et que du coup, j'ai eu beaucoup de leads, forcément, à force de publier, eh bien, tous ces leads... je les ai tous appelés. Ouais. Je me rappelle, tu avais eu 200 leads pour Gali, je crois que c'était... J'en avais eu 500. Ouais, 500 pour Gali et tu as redescendu les appels, quoi. Ouais, exactement. Et c'était très intéressant en plus, parce qu'on était en phase de lancement, donc j'avais besoin d'être au contact du terrain, au contact de ma cible. Est-ce qu'elle considère que c'est un bon produit? Est-ce qu'elle considère que c'est un produit qui va lui servir à rien, etc. Donc en fait, j'itère aussi avec ma cible, j'itère avec mes prospects. Et ça a été très, très, très instructif pour moi de faire ça. Donc bon, j'ai aucun problème à redescendre et à faire du cold call. Mais par contre, sur toutes les autres verticalités, tous mes collaborateurs sont meilleurs que moi. Et c'est OK. Et c'est génial, en fait, de t'entourer de personnes qui sont plus compétentes parce que sinon, tu peux pas tout faire et tu peux pas bien faire. Parce que j'imagine qu'au début, tu vendais et tu livrais le produit. C'est-à-dire que non seulement tu vendais ton cold call, donc tu faisais ton rendez-vous, ta prise de rendez-vous et c'est toi qui vendais. Toute la chaîne. Et au moment où c'était plus toi qui faisais la production, c'est-à-dire que toi, peut-être que tu avais continué à garder le sales, mais derrière, c'était peut-être quelqu'un d'autre qui produisait la partie conseil. Comment ça s'est passé pour toi de te dire que c'est plus toi qui allais livrer ce produit au tout début? Je te parle pas d'Anaïs aujourd'hui. Je parle de l'Anaïs qui, pour la première fois de sa vie, va déléguer la partie conseil. Comment tu as géré ce moment-là? C'était vraiment très, très dur. Et je me rappelle très bien, même si c'était il y a plusieurs années, mais c'était vraiment très dur parce que il a fallu que je coupe le cordon ombilical 2 fois. Il a fallu que je le coupe avec moi et moi dans l'opérationnel. Donc, j'étais plus autant dans l'opérationnel et c'était vraiment très dur pour moi parce que quand tu es entrepreneur et tu le sais, tu te réveilles le matin, la première chose à laquelle tu penses, à l'époque, j'avais pas mes enfants, mais la première chose à laquelle tu penses, c'est ton business. La boîte.
toute la journée, c'est ta boîte. Tu te couches le soir, bah, tu dors pas parce que tu penses à ta boîte. Donc, bon. Donc, c'était vraiment très dur pour moi de me dire, mais comment ça? Je vais plus faire ça? Mais je vais plus faire ça? Mais bien sûr que mais qui va faire mieux que moi? Mais impossible. Mais c'est mon bébé. Personne ne va le porter comme moi je le porte. Enfin, moi ou Romain, encore une fois, c'est la même chose puisqu'on est associés. Et donc, ça a été très dur de couper ce cordon. Mais j'ai réussi parce qu'on a recruté les bonnes personnes, parce que ça a été progressif, parce que on s'est mutuellement accompagnés. Je les ai, eux, accompagnés dans ce métier et eux, ils m'ont accompagné vers la sortie, entre guillemets, de l'opérationnel. Donc ça, c'était très intéressant. Mais après, j'ai dû couper le cordon ombilical une deuxième fois, cette fois-ci avec mes clients, qui, eux, et jusqu'à encore aujourd'hui, certains continuent de m'appeler parce qu'ils ne veulent pas passer par ils veulent les chargés d'affaires. Ouais, ils veulent absolument Anaïs ou Romain. Et donc, bon, alors on a essayé de le couper tant bien que mal en faisant beaucoup de formations aussi à nos équipes. Donc, je les ai pas formés à devenir moi, mais je les ai formés à gagner encore plus en légitimité, en autorité, en expertise. Mettez votre casquette d'expert, vous êtes plus fort que tous. Il n'y a pas de meilleur conseil que celui qui sort de votre bouche. Donc, prenez de l'assurance. Training de confiance en soi. Et c'est là où on voit toutes ces années aussi où toi-même, tu t'es donné confiance en toi, en fait. Parce que, tu vois, pendant 20 ans, en fait, tu as fait le training de Anaïs pour Anaïs. Vas-y, bien, on va aller parler devant une table où il y a 19 mecs et on va y aller. Après, la manière dont je l'interprète, c'est tout ce que tu as réussi à faire par toi-même. Là, tu es en train de l'enseigner aussi. Parce que de comment on progresse sur sa légitimité et sa confiance en soi. Exactement. Et ça progresse avec, je trouve, beaucoup de training, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, beaucoup de moments off, où aussi on va leur dire, là, c'était génial. Par contre, là... Moi, je donne toujours un point positif, 2 points d'amélioration. C'est pas des points négatifs, mais c'est des points d'amélioration. Et donc là, il faut que tu corriges ça et ça. Et avec le temps, ça marche. Il y a quelques récalcitrants des clients qui veulent encore absolument parler. Mais il y en a beaucoup, beaucoup moins anecdotiques. Et puis maintenant, je vais te dire, c'est un kiff. Quand avant, je devais me taper tous les clients, toute la journée, le téléphone sonnait, je sais pas, 120 fois. Évidemment, il y a toujours des sujets. Bon, bah là, il ne sonne pas 120 fois, il sonne peut-être 10, 15 fois, c'est peut-être beaucoup, mais pour moi, c'est rien par rapport à avant. Donc, je suis assez contente de cette. Quand tu vois les bénéfices, en fait, sur le moment, lâcher le bébé, c'est dur, mais à un moment, tu te rends compte que c'est cool de dormir la nuit aussi, quoi. C'est ça. C'est les contreparties positives. Évidemment que tu continues de ne pas dormir la nuit pour ta boîte, c'est une mauvaise analogie, mais en tout cas, au début, tu ne vois que ce que tu lâches, mais tu ne vois pas ce que tu gagnes. Je trouve que c'est ingrat parce que tu vois tout le risque que tu prends de potentiellement moins bien faire, etc., avoir plus de... Mais au bout d'un moment, tu récoltes, et ça, c'est le moment sympa quand tu sais que ça tourne. Toi, tu es en train de discuter avec Nina sur le divan. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, je suis en train de le faire avec La Relève. Oui. La Relève, qui est une société beaucoup plus jeune, donc c'est l'incubateur de marchand de biens. Et donc, du coup, c'est plus simple maintenant de un petit peu lâcher. Tu vois, je me dis, bon, bah, je l'ai déjà fait. La deuxième fois, c'est plus facile. La deuxième fois, c'est plus facile. Tu vois, et la troisième, etc., etc. Donc, ouais, non, c'est plutôt bien. Je vois que ton pot de boule de vulnérabilité est assez bien rempli et je profite de ce moment de conversation pour remplir à mon tour. Je vois que tu en as 5, je vais en mettre 3 pour te partager le moment où moi-même j'ai dû lâcher le bébé, comme on dit, et où j'ai commencé à vouloir faire opérer mon cœur de métier par quelqu'un d'autre. Donc mon cœur de métier étant enseigner le marketing de manière générale, le personal branding, l'écriture sur LinkedIn. Et j'avais très peur parce que, comme j'ai une marque personnelle très forte, j'avais peur que les gens, en fait, ils m'achètent que pour moi, Nina. Et je me suis dit, mais les nanas, elles vont acheter Nina, et puis en fait, c'est pas Nina qui va livrer le produit, donc déjà, je risque de les décevoir, je risque de les trahir, et en plus de ça, mais qui donc va faire mieux que moi? Comment ça? Je suis la queen de LinkedIn, autoproclamée. Qui va faire mieux quoi? Pardon. Et donc, ça a été un vrai questionnement. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, parce que je n'y croyais pas, et donc je me suis mise en binôme avec une autre coach, et on coachait en parallèle les mêmes personnes. Donc, il y avait un coaching avec elle et un coaching avec moi, et à la fin, il y avait un feedback de niveau de satisfaction des clientes. Alors, qui avait la meilleure note? Eh ben, c'est la coach qui avait des meilleures notes que moi. Et je pense que ça a enterré. Donc, à la fois, je mets de la vulnérabilité parce que je ne suis pas la meilleure coach LinkedIn en France. En tout cas, par rapport à l'expérience que j'ai livrée à ce moment-là. Et donc, quelque part, mon ego a pris un coup parce que y a cette réalisation de
ou peut-être qu'il y a d'autres gens qui font ce que tu fais, même si, quand bien même ce soit ton fonds de commerce, etc. Mais en même temps, ça a été une vraie libération parce que Nina, elle fait ça 1 heure dans sa journée, le coaching. Et à côté, elle s'occupe du marketing, de la vente, de gérer les équipes, de l'admin, etc. Et donc, c'est normal que je sois moins bonne que des gens qui font ça 7 heures par jour. Évidemment. Et donc, c'est OK, déjà. Donc, ça a été la première chose. Et la deuxième chose, ça a été la libération parce qu'à l'époque, je me faisais quand même... donc, les bootcamps, c'était 20 clientes fois 2 heures par cliente. Donc, ça me faisait, je sais pas, 40 heures à caser dans 8 semaines, quoi. Et j'en pouvais plus. Et donc, au moment où j'ai compris ça, j'ai fait « Ah !» Mais en fait, je peux récupérer 80 heures de mon emploi du temps à chaque fois. Et ça a été quand même une contrepartie très positive à ça. Mais je trouve qu'au début, ouais, c'est à la fois un peu un trip un peu narcissique, tu vois, de se dire vas-y, non mais c'est sûr, je fais mieux, etc. Et en même temps, ça remet un peu à sa place les choses. Et notre métier, finalement, devient juste de recruter des personnes qui font 2, 3, 4, 5, 10 points au-dessus de toi et tant mieux pour les clients, en fait, au final. Mais c'est ça. Et puis surtout, la bonne nouvelle de ton côté, c'est que tu te rends compte qu'avec un business qui porte ton nom, t'arrives à être scalable. Oui. C'est ça, exactement. C'est quand même fou. En termes de marque employeur, c'était au max. Bah, vrai enjeu, ouais. Marque personnelle. Je suis en train d'essayer de transférer sur Ramène ta fraise. Ouais. La marque Nina Ramène, en fait, de faire effet de transvasement pour que ce soit Ramène ta fraise et que les gens identifient ça comme une méthode. Ouais. Tu vois, un peu à la... Mais ça reste Ramène. Ça reste Ramène, oui. Ouais, ça reste c'est ça. Même si les gens pensent que c'est des nouilles chinoises. Non, je te crois pas. Il y en a qui pensent vraiment ça. Bah, tout le temps. C'est possible, hein. Tout le temps, c'est des ramen, tu fais des ramen à la fraise. Ouais, des ramen, c'est ça. Victime de ce jeu de mots jusqu'au bout. Je te propose qu'on passe à la dernière partie. Et j'aimerais t'interroger sur le rapport à l'argent. Aujourd'hui, tu gères littéralement des millions d'euros. Tu lèves des millions d'euros. Tu es au contact de personnes qui ont des millions d'euros. Enfin, tu baignes dans un écosystème où l'argent est déjà omniprésent, puisque c'est littéralement... que tu vends, le fait de pouvoir avoir de l'argent et bénéficier d'effets de levier, avec des chiffres qui sont parfois extrêmement élevés, très décorrélés de ce que vivent la plupart des gens. En regardant ton parcours, comment tu dirais que tout ça a conditionné ta relation à l'argent ? Est-ce que c'était quoi ton parcours, ton évolution ? Est-ce que ça a toujours été très décomplexé pour toi ? C'est quoi ton rapport à l'argent ? Et aujourd'hui, comment il a évolué ? En fait, alors je sais pas, moi je suis peut-être pas la bonne cliente pour cette question parce que je pense que la bonne cliente, elle te dirait qu'elle a toujours eu des problèmes d'argent et des problèmes avec son rapport à l'argent et que c'est très difficile pour elle et que du coup, avec son parcours, elle est atterrie là-dedans et super success story et super machin. Moi, j'avoue pas du tout. Depuis mon plus jeune âge, ça je pense que je le dois peut-être à mes parents, enfin voire même à mon père, mais depuis mon plus jeune âge, je n'ai jamais eu de problème avec l'idée d'avoir beaucoup d'argent ou l'idée d'en avoir pas du tout. Pourquoi ton père ? Parce que mon père était très comme ça. D'ailleurs, je pense qu'il l'est toujours, sauf qu'il a arrêté de travailler. Mais il était très comme ça. Il était c'était très fluide, ce sujet. Tu parlais de l'argent ouvertement ? Oui, déjà, on parlait d'argent ouvertement. On n'avait aucun problème à s'il fallait en dépenser beaucoup. C'était pas du tout un problème. Il était entrepreneur, lui ? Pas du tout. Alors, lui, il était voire même fonctionnaire. Il a travaillé pour l'ambassade. Il était diplomate. Et après, sur la fin de parcours, était en banque. Il a dirigé des banques. Et du coup, il habite en Suisse depuis 15 ans. Il parlait de tout ça très librement. Ah ouais, non, mais c'était très libre. Tu vois, quand on faisait des fêtes, c'était des énormes fêtes. Il y avait jamais de notion de plafond de verre, de mesure, de machin. Donc en fait, moi, je savais pertinemment que je faisais des études un peu finance-oriented, donc je savais que j'allais être plus là-dedans que dans le marketing, tu vois, même si j'adore le marketing, mais je savais que j'allais être là-dedans. J'ai toujours su que j'aurais pas trop de problèmes avec l'argent. Non pas que j'allais devenir millionnaire ou milliardaire, mais que en tout cas, j'allais jamais avoir de problème à vivre confortablement. Soit parce que je savais que j'avais de compétences, soit j'allais utiliser ma compétence, créer de la valeur, produire de l'argent, soit j'allais utiliser ma compétence de négociatrice. Mais dans tous les cas, j'allais utiliser une de ces deux compétences pour vivre confortablement. Donc en fait, j'ai toujours été très sereine par rapport à ça. Et là encore aujourd'hui, si demain j'ai tout qui s'écroule, parce que c'est possible, eh bien, je sais que je sais créer de la valeur et que je sais produire de l'argent, donc j'ai pas trop de problèmes par rapport à ça. Mais pour répondre à ta question, donc ça c'est quand même la base, mais pour répondre à ta question, il faut rendre à César ce qui appartient à César. J'ai une base solide,
Mais mes clients m'ont augmenté cette base fois 100. C'est-à-dire que je pense que si je n'avais pas été au contact de ce type de clients, qui ont des patrimoines estimés à plusieurs milliards d'euros, ou qui ont des... Tu vois, et pour qui on lève de l'argent, alors c'est évidemment pas simple, mais quand même, moi c'est mon métier qui m'a fait dire que rien n'est impossible. Rien. Il n'y a rien. Qu'est-ce que tu as remarqué chez ces clients qui pouvaient faire dans leur rapport avec soit leurs décisions, soit leur gestion de l'argent, qui t'a particulièrement marqué? Alors c'est compliqué parce que c'est quand même vraiment du cas par cas, mais si je dois trouver un dénominateur commun, je dirais, bon alors, évidemment le dénominateur commun c'est qu'ils se sont tous mis à leur compte très vite, et la notion de risque est complètement acceptée, et c'est pas du tout grave si on fait quelque chose de risqué. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que moi, d'ailleurs, j'essaie vraiment de vulgariser. D'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure en présentant le podcast. Donc, quand je me suis dit que j'allais lancer ce podcast Leverage, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je veux utiliser... D'ailleurs, j'utilise mes clients parce que mes premiers invités sont mes clients. J'utilise mes clients pour qu'ils donnent au plus grand nombre ces tips-là et un peu cet ADN de « et so what ?» Et après, quoi? Qu'est-ce qui va... Ok, d'accord, tu fais cette acquisition. Ok, ça plante. Bon, bah ça plante. Bah tu vends. Bon, et si tu vends pas, voilà ce que tu as encore comme autre option. Tu peux... Alors, la dette obligataire, oui, c'est risqué. Il faut pas faire trop de dette obligataire, sinon ça va complètement planter ta marge. Bon, alors, tu peux en faire un petit peu. Est-ce que tu dois en faire un petit peu? Viens, on va faire le BP. Et en fait, tout est une question de calcul. Financièrement, si ça tient dans un BP, bah, le risque, il est maîtrisé. Par contre, donc en fait, c'est ça qui est vraiment très important, c'est que tu peux tout faire dès lors que tu maîtrises les outils. Si tu ne maîtrises pas les outils et que tu dis, bon, bah, je vais acheter cet immeuble parce qu'il me plaît, j'ai eu de l'argent de mon père, donc je vais avoir un gros apport, enfin de mon père et de ma mère, je vais avoir un gros apport, et puis bah, après, je connais un banquier, donc il va me faire un peu, il va m'appeler, ok, donc je vais réussir à l'acheter. Mais après, une fois que tu l'as acheté, il faut l'opérer, il faut exploiter, il faut que ça te... Tu vois, et c'est là que le drame arrive, c'est quand tu n'as pas fait le travail de bien analyser ton actif, de bien monter ton opération et d'être un bon opérateur. Et dans ce cas-là, bah, ça peut planter. Donc, et tu as mal maîtrisé les outils. Donc, je dirais que ce que l'ensemble de nos clients arrivent à faire, et puis bah, nous, on les aide quand même aussi beaucoup là-dedans, c'est comment tu vas scanner ton marché, comment tu vas scanner ton opération de manière à ce que le BP, quoi qu'il arrive, il tourne avec un best case et avec un worst case. Et si dans ton worst case, ça tourne toujours, alors tu peux dormir sur tes deux oreilles. Il faut quand même que ton worst case soit réaliste. Il ne faut pas que tu me sortes un worst case qui touche les étoiles, parce qu'on n'y croit pas. Mais c'est vrai que c'est très intéressant, et moi, je m'efforce à essayer de vulgariser ça le plus possible, parce que vraiment, je ne cesserai jamais de le dire. Ce n'est pas la dette qui est la vie, hein, c'est l'effet de levier, mais il n'y a pas de manière plus rapide et plus efficace et plus intellectuellement plus stimulante de s'enrichir sereinement. En fait, au travers de ce que tu me dis, mon interprétation, c'est les gens riches s'enrichissent parce que, notamment grâce au risque. Oui. Et grâce à la maîtrise du risque. Et la réalité, c'est que pour s'enrichir en tant que salarié, c'est très très dur. En tant qu'entrepreneur, c'est dur, c'est vraiment dur. Et du coup, le levier du risque et ce que tu obtiens en reward, en récompense, c'est la récompense du risque que tu as pris. Et la manière dont toi, tu le présentes, c'est ton risque ne doit pas être émotionnel. Si je reformule, c'est pas t'as réussi ou t'as raté, c'est voilà la pire hypothèse, voilà la meilleure hypothèse, et voilà combien ça coûte chaque hypothèse. C'est ça. Et ce n'est pas un jugement de ta valeur. C'est ça. Et je pense... c'est très froid. C'est très froid, exactement, et c'est cette capacité de mettre à distance les chiffres. Et qu'est-ce qui fait qu'à ton avis, aujourd'hui, c'est si difficile pour le commun des mortels, parce que là, tu me parles de gens qui sont milliardaires ou millionnaires, qu'est-ce qui fait que c'est si difficile pour le commun des mortels, et je m'inclus dans le commun des mortels, de s'investir de cette croyance et d'adopter ces codes-là de la même manière? C'est une très bonne question. Je ne sais pas si je vais avoir la bonne réponse, mais... c'est ce que tu fais avec la relève. C'est exactement ce que j'allais te dire. C'est ce que j'essaie de faire avec la relève. Je répète juste le principe, c'est qu'on onboard des jeunes pousses de l'immobilier
pour se professionnaliser et devenir des marchands de biens aguerris. Encore une fois, marchand de biens, j'achète un actif, je crée de la valeur, je revends dans un temps court, 1 an et demi maximum. Et donc, la relève offre 3 piliers. Le premier pilier, c'est donc des ateliers, c'est du knowledge, c'est des ateliers que j'anime. Le deuxième pilier, c'est donc l'écosystème. Donc, on donne tout l'écosystème, les bonnes personnes à connaître, à avoir dans ton univers pour réussir ton opération. Et la troisième chose qu'on apporte, c'est l'argent. Donc, on met 50% des fonds propres dans l'opération et on trouve le financement. Donc, ça, c'est la relève. Mon premier atelier de mes 7 ateliers, c'est un atelier qui s'appelle Reset. Reset. Et pendant 2 heures, j'abats toutes les croyances limitantes et je demande aux membres, donc aux incubés, qu'on a donc onboardés, de me lister tout ce qu'elles pensent, l'argent, le crédit, la dette, l'immobilier, le marchand de biens, la place des femmes, tout, les travaux, les machins. Et donc, je passe 2 heures à abattre déjà tout ça. Et je le fais pendant 2 heures au début, et après je le fais pendant tout le parcours, de A à Z. On fait des inside la relève aussi, où on invite à des soirées l'ensemble de nos membres. On fait ça dans nos bureaux à Kléber. De voir d'autres personnes qui l'ont fait, en fait. Exactement, où je fais venir mes clients Audit & Coverage, qui sont, donc, comme tu l'as compris, des génies de l'immobilier et qui, amicalement, acceptent de témoigner auprès des membres de la relève. Et c'est un échange qui est absolument incroyable. Donc, j'ai 20-25 jeunes pousses de l'immobilier qui regardent le Cador. Je me rappelle de la soirée où j'avais un de mes clients qui s'appelle Brice, qui était venu témoigner. Il m'a fait 2 heures de... Il m'a fait le royal, il a tout raconté. C'est un partage absolument exceptionnel. Ses gloires, ses défaites, ses échecs, ses machins. Et en fait, les gens, au fur et à mesure, ils se disent, ce qu'a dit Mère Remaoun, c'est vrai en fait. Il y a des... Bon, ça marche. Ça se tient. Et ça fonctionne. Preuve en est avec Valérie, à qui je fais un petit clin d'œil, qui est arrivée avec un sac à dos extrêmement chargé de croyances limitantes et qui m'envoie des messages maintenant, parce qu'elle a sorti donc sa première opération de marchand de biens en même pas 1 an, et qui m'envoie des messages. En fait, rien n'est impossible, tu as raison. Valérie Ballet, qu'on embrasse fort, que j'avais rencontré dans le bootcamp, exactement, et qui en fait effectivement a eu un parcours, et que la dernière fois je l'ai vue, elle m'a dit: oh là là, Nina, j'ai fait le bootcamp pour LinkedIn. LinkedIn, c'est bien, mais le vrai sujet du bootcamp que j'ai vécu, c'est ma rencontre avec Anaïs et ce que je fais aujourd'hui en tant que marchand de biens. Et j'étais tellement heureuse parce que la connexion que ça a créée, et aujourd'hui la vocation que ça lui a créée, c'était incroyable. Première opération immobilière pour elle, qui a hyper bien marché. Et du coup, j'en profite pour mettre mes boules de vulnérabilité aussi que j'ai fait tomber au passage. Mais ce que je veux partager là-dedans, c'est que... alors, il y a 2 choses. La première chose, c'est j'ai toujours eu, comme toi, un rapport décomplexé à l'argent, dans le sens où on m'a toujours parlé d'argent chez des parents entrepreneurs qui, vraiment, l'argent, en fait, ce n'est qu'un flux. Et ça ne dit rien de ta valeur, ni de la valeur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. C'est juste un flux et une transaction qui sert à faire des trucs dans la vie. Donc, finalement, quand tu dis ça, en fait, tu n'as plus trop de sujets de partager l'argent parce que ça n'est pas un enjeu outre mesure. En revanche, j'ai grandi avec des parents entrepreneurs qui savaient faire de l'argent. Je voyais que c'était possible de faire de l'argent, quand bien même moi, je ne me rendais pas compte que je pouvais en faire, mais pas du tout de comment faire travailler l'argent pour toi. Et je trouve que c'est 2 compétences qui sont extrêmement différentes. Bien et toi, sûr. Tu as les 2. Et je trouve que c'est une vraie force. Et donc, j'ai fait de l'argent pendant 3 ans avec Ramène ta fraîche. J'ai mis beaucoup d'argent, vraiment beaucoup, sur un compte en banque. Et je l'ai laissé là. Et vraiment, quand je donne le montant... Quand je donne le montant de ce capital. De ce capital sur un compte avec aucun intérêt dessus, un compte courant, c'est juste Nina qui se lève le matin et qui voit ça, qui dit « Ah, ok, c'est bon, je ne vais pas mourir demain, mais ça n'a aucun intérêt à part celui-là. » Enfin, quand bien même je peux mourir demain, mais en tout cas pas la boîte et pas financièrement. Ouais. Mais j'ai eu énormément de mal à me dire que cet argent était mieux utilisé de manière investie que sur ce compte en banque. Mais pourquoi tu te disais ça ? Alors, il y a eu plusieurs sujets. Donc, il y a eu plusieurs sujets d'investissement. Donc, je me disais, ah non, mais la bourse, c'est risqué, etc. Après, j'ai investi l'immobilier. Donc, j'ai commencé à trouver ça intéressant. Mais c'est une énorme barrière à l'entrée que d'aller parler à des banquiers. D'accord. Donc, j'étais perdue sur à qui il fallait parler, qu'est-ce qu'on pouvait faire, etc. Du coup, j'ai appelé Anaïs, j'ai dit, Anaïs, aide-moi. Et tu as aidé très gentiment. Et c'était incroyable aussi parce que tu m'as fait rencontrer des personnes qui le faisaient. Et je me suis dit, ok, en fait, il y a d'autres gens qui le font. Mais je parle de ça, c'était il y a
ton anniversaire, c'était il y a même pas 6 mois. Exact. Donc, on parle d'il y a 6 mois de Nina qui est tétanisée d'aller faire un prêt bancaire. Parce que je me disais, mais je vais être endettée. Et pourtant, j'estime avoir un niveau d'entrepreneuriat quand même très avancé. J'ai PME qui tourne bien, un gros chiffre d'affaires, rentabilité géniale, etc. Mais quand bien même j'ai ce niveau d'avancement, entre guillemets, business, j'étais tétanisée de me dire que j'allais emprunter de l'argent, tu vois. Et donc, ça me faisait hyper peur. Parce que j'avais l'impression que ça allait toucher à ma liberté, etc. Et en fait, ce qui a changé la donne, c'est de me dire, c'est quoi le best case scénario, worst case scénario, quand tu investis. Et donc, moi, ma limite que je me suis mise, je me suis dit, tu mets un apport de manière à ce que tes créances, si demain tu veux mettre ton appartement en location, en fait, tu puisses rembourser. Et c'est ce qui me coûtait 0 charge mentale. Maintenant, j'essaye un tout petit peu de prendre le niveau de risque d'après. Donc, pour celles qui nous écoutent... Moins d'apport. Voilà, c'est ça. Pour celles qui nous écoutent, grosso modo, j'ai mis un apport pour avoir une mensualité à, par exemple, 1 500 €. Et je savais que si je mettais cet appartement en location, la personne, elle allait payer 1 600 ou 1 700 et que de toute façon, ça s'auto-payait, c'est à Paris, donc c'est sûr que ça allait être loué. Donc, il y a quasiment 0 risque là-dessus. La contrepartie, c'est que j'ai dû mettre beaucoup d'apports pour avoir ça. Maintenant, je suis encore au niveau, et j'en profite pour partager aux personnes qui nous écoutent, mais je suis encore au niveau de me dire... je peux pas faire plus de risques de m'endetter sur quelque chose avec une plus grosse mensualité. Mais je suis en train de passer ces niveaux. Et d'ailleurs, je vais aller appeler Anaïs juste après. On va faire une consultation psy. C'est moi qui ai ma bombe sur le divan. Mais du coup, c'est ça la vulnérabilité que je voulais partager. C'était que on peut être extrêmement bonne même à faire de l'argent et pourtant pas du tout à l'investir. Et ce qui aide le plus, c'est effectivement d'être entouré de personnes qui l'ont déjà fait, qui t'expliquent que ce n'est qu'une mesure de ton risque, en réalité. C'est que des chiffres. C'est que des chiffres, c'est exactement. Très, très froid. Et rationaliser ça, c'est... Voilà, si je devais partager la pépite, pour le coup, c'était... Au pire, c'est quoi ton pire scénario? Si tu empruntes cette somme et que ça marche pas, ça veut dire quoi ça marche pas? Tu l'as pas loué ton appart pendant 6 mois, 1 an, ou tu le revends pas, ok, qu'est-ce qui se passe au pire? Tu le revends en dessous, tu as perdu combien? Est-ce que tu es capable d'encaisser cette perte? Oui, non. Par contre, ta plus-value, tu fais ça si ça marche? Oui, non. Est-ce que tu es prête à ça? C'est exactement ça. C'est qu'est-ce que tu es prête à quoi tu es prête à dire non pour X de oui, d'effets positifs. Et après, il y a aussi le sujet un peu moins froid, un peu moins chiffre, je dirais, c'est les garanties. Enfin, c'est être en accord avec ton opération. Et comment est-ce que tu vas être en opération? Tu vas être en accord, donc tu vas être bien avec toi-même. Déjà, un des premiers indicateurs que je donne, c'est les banques. C'est-à-dire que si tu te rends compte que les banques répondent toutes favorablement à ta demande, c'est déjà un très bon indicateur sur le fait que ton opération, elle est bonne. Et ça, c'est quelque chose que je dis, ça paraît très bidon, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est vrai. C'est-à-dire que le nombre de fois où, et moi je peux te parler avec un track record de Audit & Coverage, c'est une société qui a 12 ans. Donc ça fait 12 ans que je fais ce métier. À chaque fois que j'ai dû aller voir 25 banques parce que j'ai essuyé 25 refus avant de trouver la banque qui va donner le prêt à mon client, écoute-moi bien, à chaque fois que j'ai fait ça, l'opération derrière, elle a planté. C'est simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mystère. Même si on critique les banquiers, ils ne prêtent pas d'argent, il y a toujours des nouvelles mesures, les taux d'endettement. Bon, après, moi, je ne fais pas dans le taux d'endettement et compagnie parce que je fais que du pro. Mais à chaque fois que les banques, PIM, avec qui je travaille, avec les pros de l'IMO, disent non, c'est déjà un indicateur fort. Après, il y a les garanties que tu prends, que la banque prend, garantie hypothécaire, fiducie sûreté, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et après, il y a les outils que tu mets en place pour pouvoir dormir paisiblement. Typiquement, un différé d'amortissement. Tu te dis, je fais cette opération, déjà, ça me coûte beaucoup de faire cette opération. Je ne parle pas en argent, je parle en charge mentale. Si je mets un différé d'amortissement, elle est de 2 ans, ça veut dire que je ne vais pas rembourser capital plus intérêt pendant 2 ans. Donc, ça veut dire que je vais avoir des petites mensualités parce que je vais ne payer que les intérêts. Et donc, si je paye que les intérêts, déjà, je vais bien vivre avec mes dépenses mensuelles, avec mon investissement. Donc, si ça, déjà, ça aide, je sais que ça aide, j'en ai parlé avec beaucoup de personnes, ils me disent, non, c'est vrai que si on commence avec des mensualités tranquilles, ça me rassure. Si on commence avec des mensualités tranquilles, alors on va faire un petit différé d'amortissement, après on va faire un palier, et puis ton échéance, ça va grandir. Plus on va avancer dans le temps,
Si tu as un crédit sur 25 ans, 25 ans, c'est vraiment ta RP. Plus on va avancer dans le temps, plus tu vas rembourser des mensualités fortes. Mais ça veut dire que tu vas commencer au début, oui, parce que ma boîte, elle est solide, mais bon, on ne sait jamais. Bon, très bien. Tu vois, c'est ce genre d'outils que tu peux mettre en place pour être un peu plus peut-être sereine avec ton opération. Mais dans la vraie vie, tu dois être sereine. Si les chiffres disent oui, c'est que c'est oui. Et si jamais il y a un problème, tu vends. Next. Merci, j'aime trop ce que tu dis. Pour les personnes qui nous écoutent, et ce sera ma dernière question, on a parlé de stratégie on a parlé d'investissement. Il y en a beaucoup qui aujourd'hui ne savent pas investir, etc. Enfin voilà, partent vraiment du niveau 0. Comment tu définis une stratégie d'investissement? Vraiment le niveau 1 de la stratégie d'investissement, c'est quoi aujourd'hui? D'une manière générale, moi je trouve qu'un portefeuille bien investi, c'est un portefeuille qui répond à la répartition un tiers, un tiers, un tiers. J'ai un tiers de mes liquidités qui vont être investies sur des supports très liquides, donc que je peux récupérer très rapidement, type livret A ou ce genre de choses. Un tiers qui va être investi sur du semi-liquide, donc qui va me rapporter un petit peu plus de rendement, mais qui vont quand même être disponibles, type assurance vie. Et un tiers ou même immobilier, et un tiers sur des produits qui vont rapporter plus, mais qui vont avoir un horizon de placement beaucoup plus long, donc qui vont être plus bloqués, type produit retraite ou alors immobilier temps long. Bon, donc ça, d'une manière générale, je trouve que quand on respecte à peu près cette répartition, bon, on s'en sort bien, tu vois. Dans mon domaine, quand on est vraiment très focus immobilier, et d'ailleurs je vais te dire ce que moi-même je fais. Moi je fais une répartition très claire entre du temps court et du temps long. Donc je vais chercher à investir mon argent. D'ailleurs moi je dis tout le temps, j'ai pas d'argent, tout est investi. Moi si tu regardes mon compte, je suis à découvert tout le temps. Je n'ai jamais d'argent bloqué. C'est pour ça que quand tu me parles, ah ouais, j'ai les oreilles qui saignent. Mais tous nos capitaux sont investis. Donc je fais évidemment du short term, ce qui me permet de faire tourner l'argent très rapidement. Donc, je vais faire des opérations de marchand, où ça va durer 1 an. Allez, 1 an et demi Acheter, max. valoriser, revendre. Exactement. Ça, tu le fais toi à titre perso, en plus de ce que tu fais chez Auditco. Tu le fais pour toi-même. Absolument, absolument. Je le fais moi-même. Pareil, on a une société de marchand avec Romain, et on a une petite foncière aussi. Donc, je fais des opérations de marchand dans un premier temps où je revends les actifs assez vite, et donc l'argent tourne, et j'ai un TRI qui est assez important. J'ai une marge qui est très importante, puisque j'ai un effet de levier qui est très important, parce que moi, c'est encore une fois mon ADN que d'aller chercher le plus possible de dettes et de mettre le moins de fonds propres possible, justement pour multiplier les investissements et sky is the plancher. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième stratégie que j'ai, donc qui est plus temps long, donc là j'investis avec une foncière qu'on a avec Romain. On investit donc sur une stratégie patrimoniale avec des crédits qui durent entre 15 et 20 ans, sur des assets prime qu'on appelle limite trophy asset. C'est quoi prime? Prime, c'est vraiment extrêmement bien placé, avec voilà, un très premium, très premium, voilà, avec, parce qu'il y a quand même toujours un peu cette loi divine dans l'immobilier qui est le lieu et le lieu. Hein. Tu peux avoir toutes les structurations de financement que tu veux, si ton truc il est mal placé, tu vas pas aller bien loin, quoi. Tu vas l'avoir, mais après pour le revendre, réveille-toi. Donc ça c'est une stratégie très long terme, donc très prime, avec des rendements moins élevés. Forcément, mais c'est pas grave parce que j'ai le temps avec moi, donc je mise sur le fait d'avoir le capital, donc j'amortis mon bien, j'ai évidemment des locataires qui me permettent d'avoir un DSCR important, donc c'est-à-dire que j'ai du cash flow positif une fois que j'ai ma mensualité qui est payée. Et d'ailleurs, pour tout te dire, heureusement qu'on a fait ça, parce que l'année dernière, on a connu une crise de l'immobilier sans précédent. 2023-2024, c'était une année très noire pour nous, à la fois avec des taux d'intérêt très forts, le Euribor qui s'est emballé, la crise de l'immobilier qu'on a connue. Bon, on n'a pas failli couler au debt and coverage, mais bon, vraiment, on tanguait, c'était vraiment très dur, on a tenu. Et on ne s'est absolument pas versé de salaire pendant cette période-là, parce qu'on a perdu du chiffre d'affaires sur cette période. Donc, quand on te dire, heureusement qu'on avait l'immobilier à côté, qui nous servait des revenus
importante. Et là, je pourrais vider mon bol. C'est clair. De Vas-y, vide ton bol. Je pourrais mettre tout le bol dans le pot. Et du coup, heureusement qu'on avait cette stratégie-là, parce que du coup, c'est grâce à cette stratégie de foncière et donc de revenus immobiliers, de cash flow positif immobilier, que du coup, on a pu s'en sortir tant bien que mal, quoi. Tu vois. Donc, non seulement c'est ce que je recommande à ton audience, mais tu vois, c'est aussi ce que je fais. Je trouve ça hyper inspirant aussi, le fait de se dire que tu as d'autres manières de générer de l'argent que ta boîte. C'est ça. Et ça, c'est aussi de la sécurité que tu t'offres. En te disant, en fait, 100% de mon argent, en fait, ne dépend pas de l'activité que j'exerce. Mais ça, c'est la base. En vrai, tout le monde devrait faire ça. Et c'est ce que je m'époumonne à dire, et je crois que j'en ai fait 1 ou 2 newsletters là-dessus. C'est-à-dire que oui, être entrepreneur, c'est dur. Oui, être entrepreneur, c'est risqué. Bon, maintenant, tout le monde sait ça. C'est une loi divine depuis la nuit des temps. OK. Mais si tu fais ça et que tu fais rien pour contrer ce risque, bon, c'est quand même un peu dommage. Comment tu fais pour sécuriser tes revenus? Il n'y a rien d'autre que l'immobilier. En tout cas, d'accessible. Bien sûr qu'il y a d'autres choses. Hein. Tu peux générer de l'argent, machin. Mais moi, je parle aussi accessible. C'est-à-dire que tout le monde demain, je te mets au défi de me ramener n'importe quelle personne, demain, peut se construire un parc immobilier suffisamment grand pour être sécurisant. Il ne s'agit pas d'avoir des millions, il s'agit d'avoir des cash flows positifs pour être sécurisé. Et l'équation, elle est simple. Tu as 10 000 € de charges par mois. Bon, ça veut donc dire que tu n'as pas besoin de partir en vacances et de manger au restaurant tous les soirs, mais en tout cas, il te faut 10 000 € pour payer tes charges. C'est ça. Eh bien, construis 10 000 € à côté. Point. Je pense que c'était une bonne phrase de fin. Merci pour toute la valeur que tu as partagée. Je trouve que c'était remarquable. Merci plaisir. Vraiment. C'est gentil. Avec plaisir. En général, je fais un wrap-up de ce que je retiens et je t'inviterai à faire la même chose après si tu en as envie. Ce que j'ai aimé, c'est le premier aspect qu'on a relevé sur comment tu as construit ton image et ta confiance en toi dans un écosystème qui n'était pas taillé sur mesure pour toi. Et ce que j'ai adoré, c'est que tu nous montres que ça a été un travail et un apprentissage. Et que tu n'es pas arrivé en mode, OK, certes, tu avais ta confiance en toi, mais tu as construit cette image et ce que tu dégages aujourd'hui. Donc ça, je trouve que c'est hyper inspirant parce qu'on s'imagine quand quelqu'un arrive que ça a toujours été comme ça, mais en fait, de voir cette évolution et qu'aujourd'hui, tu la transmettes aussi à ton équipe parce que toi-même, tu as réussi à faire ce chemin et à apprendre ça. Comment c'est aujourd'hui une force pour les gens que tu formes à faire pareil, à s'insérer dans des écosystèmes avec des personnes, hyper capées, etc. Donc, comment tu leur enseignes aussi d'avoir cette place. Ça, je trouvais ça hyper inspirant. Évidemment, la force du personal branding, la dette, c'est la vie. En fait, il y a Kargas répare, Karglas remplace. Et Anaïs Remaoun, la dette, c'est la vie. Non, mais c'est ce qu'on appelle un slogan. Vraiment, c'est venez comme vous êtes. Enfin, tu vois, c'est vraiment cette idée de créer un slogan. Et je connais peu de gens qui ont créé un slogan comme le tien, dans le sens où on s'en rappelle autant. Et je trouve que c'est une vraie force. Le fait d'avoir accepté de déplaire autant que de plaire, malgré le fait que ça t'ait emmené dans tes contrées un peu sombres, mais que malgré ça, en fait, tu te dises que faire valoir qui tu es et ce en quoi tu crois a été davantage un levier d'attraction vers toi et vers ton business, et que c'est ça aussi qui a fait que tu as pu en fait recapitaliser dessus et que ça a été immense et accepter de déplaire. Et ensuite, on a parlé de tout l'aspect sur comment tu fais grandir tes équipes, comment est-ce que tu es un exemple pour tes équipes, comment tu es leaduse par l'exemple, mettre les mains dedans, faire du cold call, ok, et faire rentrer de l'argent. Je me rends compte à quel point ta force, c'est de savoir faire rentrer de l'argent, que ce soit dans le cold call, que ce soit partout. Dans ce que tu fais, je trouve que c'est incroyable et comment tu formes tes équipes à le faire. Et dernière chose, la dette, c'est la vie, mais comment est-ce qu'on crée une stratégie d'investissement, à quel point ce sujet-là, il est crucial et surtout dans les temps difficiles. Et j'ai beaucoup aimé que tu nous partages, même, merci pour la vulnérabilité, mais que l'année dernière, c'était vraiment compliqué dans l'IMO et que se crée ce filet de sécurité et au-delà d'un confort de je vais investir pour faire travailler mon argent, en fait, demain, ça s'arrête, qu'est-ce que tu as prévu? Exactement. Voilà globalement ce que je retiens de notre échange. Est-ce que tu avais envie d'ajouter des choses, de rebondir sur des choses? Je trouve que c'est super. T'as hyper bien sum up, c'est extraordinaire. J'aurais pas fait mieux. Bravo, parce que déjà, tu as une très bonne qualité d'écoute. Hein.
Franchement, très bonne écoute active. Moi, j'ai beaucoup aimé cet échange, très fluide, très authentique, mais c'est vrai, c'est très important. Puis c'est rare en plus dans les podcasts. C'est souvent des questions un peu à la chaîne comme ça. Là, on sent vraiment la discussion. J'ai passé un très bon moment dans cette petite espace très... Sur le divan. Surtout que toi, tu as connu la version, le dîner. Ouais, c'est ça. Le dîner des patronnes. J'en parle à la caméra, qui est que une fois par mois, j'invite 2 entrepreneuses qui m'inspirent, que je trouve intéressantes. Et en l'occurrence, je m'intéressais complètement à l'immobilier. Ouais. Et je me disais, mais c'est totalement un sujet qui m'intéresse. Et je me suis dit, ok, j'invite Anaïs et probablement que moi, j'ai appris des choses qui pourront lui servir. Et donc, on a passé un dîner où toi, t'es arrivé avec ton sujet, moi, je suis avec mon sujet, on avait une 3e entrepreneuse et on a partagé nos sujets et on a même parlé d'intelligence artificielle puisqu'il y avait Marjolaine Grondin, qui est sur la saison 1 du Divan des patronnes, que j'avais invité sur l'IA. Et toi-même, tu as implémenté l'IA. Moi-même, j'ai implémenté l'immobilier. Et au travers de ces dîners, en fait, on a chacune implémenté des choses. Donc, tu as vécu la version dîner des patronnes. Et c'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui sur le divan. Franchement, c'était super. Vraiment très sympa. En plus, très actionnable, très espace kiff aussi. Très moment détente, très sympa. Bravo. Merci beaucoup. C'était un plaisir de t'avoir. Je t'offre encore une fois un objet qui est encore une fois très cher à mon cœur, mais que tu l'as déjà reçu pendant le dîner des patronnes qu'on a fait ensemble. Mais cette fois, c'est une autre version. C'est un carnet, puisqu'un carnet, c'est pour moi l'objet que j'aime le plus au monde. Je commence ma journée en écrivant 3 pages manuscrites sur un carnet. Je la termine en écrivant 3 choses que j'ai aimées dans cette journée et 3 choses que je vais aimer demain. Et je trouve que c'est un espace pour raconter sa vie, pour faire ses comptes. Faire les meilleurs scénarios et les pires scénarios. Moi, je fais dans mes carnets, je fais meilleurs scénarios, pires scénarios, nanana, gestion du risque. Voilà. Donc, je trouve qu'on peut faire plein de choses avec un carnet. C'est un objet qui est déconnecté, c'est un objet qui est réel et c'est un objet qu'on va garder. Donc, je tiens à t'offrir ce carnet. Et franchement, c'est un super cadeau. Je sais pas si je t'ai dit que j'avais une passion carnet. Ah non, je savais pas. J'ai une passion carnet, c'est-à-dire que j'ai 1000 cahiers chez moi et c'est tellement une passion qui est connue que j'ai même un de mes membres de la relève qui s'appelle Benjamin, à qui je fais un petit coucou, qui partage la même passion que moi et à chaque fois qu'il vient me voir au bureau, il m'apporte des carnets comme ça. Donc pareil, passion carnet, j'ai une tonne de carnets et quand je vais dans des endroits, j'achète des carnets, mais après j'en fais rien. Parfois, j'y reste là et puis c'est juste genre je suis heureuse d'avoir des carnets. Je suis trop heureuse d'avoir des carnets. Voilà, c'est vraiment mon objet doudou un peu. Et c'est trop mon doudou et je suis trop contente parce que j'ai passé cette passion à un de mes fils. Donc moi j'ai 3 fils et dont des jumeaux et j'en ai un qui a passion carnet à 1000%. Il veut que des carnets. Là, ils ont 5 ans les jumeaux. Et bon, l'autre il s'en fout. Mais vraiment, je suis trop contente parce que là où il va, il me demande des carnets. Et donc voilà, merci beaucoup pour ce... Merci à toi. Merci pour ce moment, Nina. Anaïs, on peut te retrouver sur ton podcast qui s'appelle Leverage, Leverage, pour parler de levier bancaire immobilier. Donc, allez retrouver Anaïs là-dessus. On peut également te retrouver sur LinkedIn en tant qu'experte en finance avec Audit and Coverage, Gali et pour les personnes qui nous écoutent, La Relève et qui ont envie de se lancer en tant que marchand de biens et de créer tout ce dont Anaïs a parlé, cette sécurité en plus de votre activité d'entrepreneuse. Moi, je pense que c'est vraiment très important de se diversifier, donc allez-y. De mon côté, je vous retrouve sur la newsletter qui est en description de ce podcast. Dedans, j'y partage mes propres stratégies. J'ai notamment expliqué le montage financier que j'avais fait pour l'achat immobilier. Donc, je partage les coulisses de ce que moi aussi je vis. Et je vous tiens au courant du prochain épisode aussi dans cette newsletter. Donc, abonnez-vous à la newsletter et je vous dis à très vite dans le Divan des Patronnes. Si tu as aimé cet épisode du Divan des Patronnes, il y a 2 choses très importantes que tu peux faire. Abonne-toi à la newsletter pour avoir les bonus de chaque épisode, accéder à la communauté du Divan des Patronnes et être informé des prochaines sorties. Le lien est en description. La deuxième chose que tu peux faire si tu veux vraiment m'aider dans le lancement de ce projet, c'est de laisser 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et surtout de me dire ce que tu as aimé dans l'épisode. C'est ce qui me permet de te proposer le meilleur contenu à chaque fois. Et quand j'ai un petit coup de mou, je relis ces commentaires pour me donner de la force. Alors, merci pour ton écoute et à très vite.